ça y est, on est prêt à partir pour Carnac. Avant, on va passer pour faire un peu l'essence. Allez, on est reparti. Parti. Oh. L'église de Carnac. Tu l'as gardé? Ton pain, il est où? Kenji, ton pain? Regardez, tiens, mets-le dans le sac. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Quoi? Bah, attends. Non. C'est ça que je cherchais. Arrête, touche à rien. Ouais. Il y a la crèche. Merci. Petit repas à Carnac. Un petit repas à Carnac. Petit saucisson. Fais coucou. Papa. Patate qui est par terre. Ouais, bah. Et petite quiche Et croque-monsieur. et croque-monsieur maison. C'est un peu sombre. Fais quoi, papa? Il manque juste le rosé. Mais bon, on n'en a pas. On l'a pas. Et ça aussi? Et ça aussi? Non, ça ne peut pas toucher. C'est la maquette. Mais ça, regarde, tu peux toucher ça. C'est pour te montrer la terre. Et on peut coucher ça? Non, fais ça. Touche pas, viens. Ça, c'est la terre. Ouais. C'est le sol. Ah. Et la caque. Un ensemble exceptionnel. Au-delà des alignements du Bennec, de Pierre-Marie et de Carleston, les architectures de pierre couvrent un vaste territoire sud-mauriennais. Cette richesse archéologique est à l'origine de nombreuses légendes et superstitions populaires. Parmi les grands mythes qui ont contribué à l'explication de Carnac, deux grandes familles se sont opposées à l'origine. Est-ce des constructions humaines ou des phénomènes naturels? En règle générale, c'est l'idée d'un temple qui a prévalu. Penser que ces fils de menhir pouvaient être des cheminements qui nous dirigeaient vers un espace sacré. Dans la famille des phénomènes naturels, c'était plutôt des pierres qui tombaient du ciel. Les scientifiques commencent à s'intéresser à ces stèles au XVIIIe siècle. Carnac est alors reconnu comme vestige archéologique.
Peu à peu, la recherche s'affine et l'on comprend mieux les origines des mégalithes. Le néolithique commence au début du 5e millénaire, entre 4005 et 5000 avant Jésus-Christ, pour se terminer aux alentours de 2005 avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là, au début du 5e millénaire, qu'apparaissent les mégalithes. Les chercheurs questionnent également l'origine des pierres et les techniques utilisées pour les déplacer. Pour les aliments de Karnak, on a un approvisionnement qui se fait. Je peux pas bouger, moi. Donc on n'a pas des déplacements de matières premières sur une longue distance. C'est l'exploitation du granit local qui est faite par les populations néolithiques. Pour l'Autre Mariacaire, et notamment la barre de stèle dans laquelle est intégré le grand menhir, là on a une logique un peu différente. Le grand menhir est dans un granit orthogneiss, dont les gisements proviennent vraisemblablement de 8 à 10 km. Mégalithe, c'est un terme générique. Vous allez voir les tumulus, les menhirs, les dolmens. Le tumulus, c'est une butte artificielle que vous avez dans le paysage. C'est le monument le mieux conservé. Vous allez avoir une tombe mégalithique à l'intérieur d'un tumulus. Un menhir isolé, c'est souvent l'ultime vestige d'un monument démantelé auparavant. Un dolmen, ce sont les restes d'une tombe qui se trouvait à l'intérieur d'un tumulus. Les techniques d'extraction, elles sont connues à travers les stigmates que peuvent laisser certains blocs qui sont dressés. C'est-à-dire qu'on profite de fissures naturelles de la roche que l'on va exploiter pour extraire les blocs. On va avoir des blocs qui sont récupérés de manière naturelle, qui sont déjà détachés, donc il y a des logiques différentes. Quant au transport, on imagine quand même qu'ils utilisent les ressources naturelles disponibles dans leur environnement. Le bois peut être utilisé pour réaliser des berceaux de transport, confectionner des rouleaux sur lesquels on va poser des pierres, donc un berceau qui permettra ensuite de transporter la pierre. On va certainement utiliser aussi des cordes pour de la traction. Pour le levage, on imagine un procédé qui fait appel à un système de chevalet en bois, une sorte de triangle au sommet duquel on va passer une, voire plusieurs cordes de traction qui seront attachées au sommet du pierre qui sera déjà incliné. Des complexes comme à Karnak, sur l'Europe littorale, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'aussi grande concentration, avec une aussi grande diversité de sites. On n'a pas d'équivalent pour le moment dans le monde. Ces populations ont un savoir-faire qui est pratiquement sans limite. Si on prend les paysages tels qu'ils nous apparaissent au XVIIIe et au XIXe siècle, avant que le tourisme se développe, on a un paysage qui est des îles qui sont à l'intérieur de l'estuaire de la rivière Dorée et de Vannes sont entièrement dénudées. On voit très bien tous les cairns qui apparaissent, les tertres, toutes les accumulations funéraires apparaissent. Parler de paysage sans traduire la remontée des niveaux marins serait une erreur, j'allais dire néolithique, avec un niveau qui est à peu près situé entre moins 3 mètres et moins 5 mètres par rapport au zéro actuel. Vous avez des kilomètres carrés de terrain qui ont aujourd'hui disparu. Nous avons des centaines de stèles qui sont actuellement sous la mer. Même si on compte à peu près 10 000 stèles aujourd'hui, sur à peu près 100 ou 150 sites d'alignement, on sait que nous en manquons énormément. Pour comprendre Karnak, il faut d'abord chercher à savoir qui étaient les hommes néolithiques. Les hommes qui ont érigé les alignements de Karnak sont nos arrière-arrière-grands-parents d'il y a 250 générations. L'homme du néolithique est finalement assez proche de nous, semblable à nous anatomiquement, d'un point de vue des capacités cognitives. C'est en fait l'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne. Les sociétés néolithiques sont les premières sociétés paysannes en Europe. Elles se substituent aux chasseurs-cueilleurs en se fixant progressivement sur un territoire, en y développant une économie de production fondée sur l'agriculture et l'élevage, et cela à partir d'espèces domestiquées issues du Proche-Orient. Le blé, l'orge, les légumineuses, les moutons, les chèvres, les bovidés, autant d'espèces qui peuplent encore aujourd'hui nos fermes actuelles. Au tumulus Saint-Michel, les fouilleurs du XIXe siècle ont pu observer sous le dallage du caveau central les lambeaux d'un squelette qui n'a pu être préservé. Mais leur témoignage indique que cet immense tumulus recouvrait la sépulture d'un seul individu. Pour revenir à la personne qui a été ici, on comprend que le viatique qui l'accompagnait, tous les effets personnels, les effets d'accompagnement exceptionnels comme des marchangeades, des verres et des blocs, ici des turquoises qui viennent d'Andalousie alors que les jades viennent des Alpes, tout ce matériel précieux et rare, socialement très valorisé, a été capté par cette personne
Ces objets sont des signes de pouvoir, des signes de statut social. Ce sont aussi sans doute des objets sacrés qui devaient revêtir un caractère magico-religieux. Ce mobilier est exceptionnel, il est extraordinaire. En fait, nulle part ailleurs en Europe à ce moment-là, on trouve autant de richesses accumulées. Le contrôle des voies de circulation maritime et la production de sel sont sans doute les deux sources de richesse qui expliquent une telle monumentalité mégalithique dans la région. Ce sel blanc va être très très important. Qu'il s'agisse de l'élevage ou qu'il s'agisse de la conservation des aliments ou qu'il s'agisse de l'équilibre des diètes alimentaires, on a besoin de sel. Le sel a pu constituer une contrepartie à l'importation de biens précieux d'origine lointaine qu'on retrouve accumulés de façon inédite dans les grands tumulus de la région, par exemple le tumulus Saint-Michel. On ne peut véritablement parler de commerce pour ces périodes néolithiques. D'une part, parce que ce sont de toutes petites quantités de biens de prestige qui circulent, et d'autre part, je dirais que la recherche de profit, la dimension économique ne sont pas les moteurs de ces sociétés. Il faut imaginer plutôt des échanges de proche en proche, à l'occasion de trocs entre-élites, de cadeaux diplomatiques, par exemple, pour des paiements dans le cadre de la résolution de conflits. Depuis quelques années, Serge Cassen développe une théorie nouvelle pour tenter d'exoder des Karnak. Pour essayer de repartir d'un objet radical, c'est la stèle. On constate là encore qu'il y a une grande alternative dans la manière de disposer ces objets. Ou bien votre fil ou votre enceinte est réalisée avec des pierres jointives, ou bien les pierres sont espacées. On semble se diriger vers quelque chose qui ceinture ce territoire sans savoir exactement si ces messages d'avertissement ou d'interdiction ou de contrainte sont plutôt dirigés pour des gens qui arriveraient de l'intérieur des terres ou plutôt qui arriveraient de la mer. Donc il faut voir un petit peu ce type d'ouvrage avec des intervalles réguliers comme une espèce de frein et de filtre. Cette période néolithique est une véritable mutation à l'échelle humaine. C'est la période où se font les territoires, où s'organise la hiérarchie sociale. Et finalement, nous sommes aujourd'hui les héritiers de cette période. L'ensemble du site, il est hors norme. Plus on étudie, plus on se rend compte que c'est tentaculaire. Tout cela, ça nous parle de femmes et d'hommes qui n'est plus tout à fait à notre image. C'est époustouflant, mais je crois qu'on n'est pas au bout des surprises. Allez, on est parti pour un petit voyage dans le temps. Avec les menhirs de Karnak. Kermario. Les pierres. Ah mais c'est Karnak. Et papa, C'est Kermario. C'est l'aliment de Kermario. Ouais. on va montrer les pierres. On est prêts? Oui. Protéger, espèce de régénération. Ouais. Ça veut dire qu'on peut se régénérer. Non, c'est pour... On va montrer les pierres, maman. Ça, les pierres. Il y a maman qui est en train de mourir. C'est là qu'il y a un druide qui sort. Maman, on va manger les pierres. Bah vas-y, va les manger. Viens manger. Allez, vas-y, va les manger. Viens. Oui, viens manger Les pierres qui ont été déracinées. Et le dragon aussi va manger les pierres.
Il y en a qui jouent à cache-cache avec les pierres. Hey, je vous ai trouvé. Ça pique. Faut passer par là. Par le chemin. Moi, je régénère et lui, il bouge les pieds. Attends, moi, c'est que Pierre. Les druides. Oh, il y a des boules. Ah. Là, il va sortir avec leur langue. Ah bah oui. Moi, c'est que Pierre par rapport à la maison. À la maison là-bas, là. Un chat. Maman, c'est que marcher. Oui, je sais. Je sais, je l'ai vu. C'est des plantes de druides, je crois. C'est des plantes de druides. C'est peut-être les fleurs de druide. Ouais. Ah bah oui. Ouais, c'était des tombes, à ce que j'ai compris. Ah, ben, il est rentré dans la tombe. Maman, viens, rentrer. Pour cette chasse. Après, elle va dire qu'elle a mal au dos. Ouais, ben, je rentre pas. Maman, c'est on rentre. Et qui coucou. Il est après une visite. Après la visite des menhirs, un petit goûter. Ah, ah, un monstre. Petit goûter, petit café, petit thé. Thé au lait de soja. Devant les menhirs. Ils sont juste à côté de nous, ils nous surveillent. Il fait pas chaud. Il fait 6 degrés. Il fait 6 degrés.